Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de la Côte Imo. La Côte Imo, tous les jours du lundi au vendredi sur Radio Imo et Bismart. Et nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui avec Sylvain Lévy-Valency. Bonjour Sylvain. Bonjour Nicolas. Et oui, comme tous les jeudis en politique, il n'est pas simplement question de loi. Les faits sociaux sont aussi politiques et conduisent d'une part à leur existence, et le législateur doit d'ailleurs s'emparer des faits sociaux pour effectivement présenter des lois qui rendent une cohésion plus grande, et notamment dans l'immobilier. C'est bien l'objet du jour. Exactement, et notamment en matière de faits sociaux. Au sommaire de cette édition, nous évoquerons dans un premier temps le sujet de l'accès à un logement décent. Nous nous demanderons comment faciliter l'accès à un logement décent pour les non ou mal logés. Nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau de la Côte Imo Jean-Luc Brulard, le cofondateur de I Lodge You. Nous aurons ensuite le plaisir de recevoir sur le plateau de la Côte Imo Christine Darric, avocat partenaire chez Brian Cave Layton Pesner, avec qui nous aborderons le secteur de l'immobilier sous l'angle de la parité. La parité fait-elle défaut dans ce secteur? Nous en parlerons dans un instant. On se retrouve tout de suite sur le plateau de la Côte Imo. Alors mon cher Nicolas, l'habitat est un droit, ou le droit d'habiter est un droit fondamental. D'ailleurs, si on regarde bien dans l'article 26 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, on a un droit inaliénable effectivement à l'éducation, à l'égalité des chances. Et le logement, c'est aussi le premier marqueur social d'une société. Il a une valeur constitutionnelle, il vise à garantir à tout individu d'avoir un toit sur la tête. Et malgré cela, ce droit, eh bien, Nicolas, il reste inappliqué en France largement. Et on entend beaucoup parler ces derniers temps. En l'absence de caractère contraignant, bien évidemment, ce que je vous propose, c'est que nous en parlions avec une formidable initiative. C'est la création d'une fondation qui a été créée à l'initiative de Isabelle Larochette. Et on a le plaisir d'accueillir d'ailleurs sur le plateau Jean-Luc Brunard. Bonjour Jean-Luc Brunard. Bonjour. Bonjour Sylvain, bonjour Nicolas, et merci à vous deux, Radio Imo et Bismart, de nous faire une place. Alors merci d'avoir accepté cette invitation. Alors Jean-Luc Brunard, vous êtes agent immobilier, vous avez une longue carrière dans l'immobilier et vous vous êtes complètement investi dans cette fondation bien évidemment que je connais bien. La fondation Abbé Pierre d'ailleurs, vous vous rappelez, on en a parlé, avait publié son 27e rapport annuel sur l'état du mal logement. Alors je peux vous dire franchement, c'est dramatique puisque les résultats sont assez sidérants. Je vais vous demander votre avis sur ce 27e rapport annuel qui a vraiment marqué les esprits. D'ailleurs, dans la matinée où a été publié ce rapport, tous les médias nationaux en ont parlé, les télévisions, les radios. Et peut-on affirmer que la crise du logement, finalement, Jean-Luc, scinde la société en deux parties, et finalement que la partie lésée, la pauvreté en fait, l'accroissement de la pauvreté, devient de plus en plus importante, et bien évidemment de l'action au quotidien que vous menez aux côtés d'Isabelle Larochette. Vaste sujet. Alors, la Fondation I Lodge You, on en parlera un petit peu plus loin. Elle se veut un ensemble de gens qui viennent de l'immobilier, mais au-delà aussi, de l'habitat, et qui sont avant tout des hommes et des femmes de bonne volonté qui veulent apporter leur contribution au mieux logement, leur brique à l'édifice, comme on dit. À ce titre, nous souhaitons, et depuis l'origine, réunir le plus grand nombre, parce que ces causes n'ont pas de couleur ou d'étiquette politique, et la Fondation est effectivement sur ce champ très ouvert. Pour autant, tu l'as dit, tout est politique. Alors, pour revenir à la question sur le rapport de l'abbé Pierre, j'avais moi-même modestement fait une tribune aussi à la suite de la publication de ce rapport qui, je le cite, disait en titre le logement, le parent pauvre du quinquennat. Bon, voilà. 4 millions de mal logés, et c'est un chiffre qui est hélas récurrent et qui s'aggrave, à l'intérieur duquel il y a 300 000 SDF, je précise, parce que parfois le grand public a tendance à penser que les problèmes de logement sont des gens qui sont dehors. Mais hélas, c'est bien au-delà, bien plus que ça, et un certain nombre de points qu'on va sans doute évoquer. On peut peut-être rappeler justement la différence entre mal logé et personnes vivant dehors. Les mal logés relèvent de plein d'autres catégories. C'est des gens qui peuvent être soit logés en attendant dans leur famille, soit en situation de surpeuplement dans des logements. Soit sur du logement indécent. Soit sur du logement indécent, soit avec des difficultés aussi de pouvoir honorer une charge locative à hauteur de leurs besoins au logement. Donc c'est tout ça. Et il faut aussi donner une précision, c'est aussi valable dans l'urbain. On a l'habitude aussi de parler des grands
grandes métropoles et des quartiers, mais c'est aussi dans le rural avec des personnes âgées qui sont dans des biens indécents, même s'ils peuvent en être propriétaires, et qui aujourd'hui peinent, et depuis un moment déjà, à se chauffer. Voilà. Comment fonctionne la fondation donc ? Alors, je sais que vous collectez parce que je l'ai fait avec vous, donc vous collectez beaucoup d'argent à droite et à gauche, notamment avec les réseaux où vous êtes présents. Et après, vous gérez, vous administrez des dossiers, vous distribuez cet argent. Comment ça se passe ? Alors voilà, nous, la Fondation est une petite structure avec une coordonnatrice permanente qui est financée d'ailleurs par un de nos partenaires. Elle a vocation à mobiliser l'ensemble des professionnels de l'immobilier et au-delà. On a fait notamment une opération, par exemple, en fin d'année dernière avec But, l'enseigne, là, c'est un exemple. Mobiliser toutes ces personnes pour collecter des dons. C'est vraiment le nerf de la guerre. On a plein d'associations sur le terrain qui sont formidables, compétentes, qui passent leur journée, leur week-end, mais qui ont besoin à la fois d'argent, acheter des matériaux, du matériel, mais c'est aussi à travers ça une forme de soutien aussi et de reconnaissance et parfois de contribution à la visibilité du travail de ces associations, parce que il faut que tout le monde se retrousse les manches, que chacun apporte sa contribution et que ce soit, encore une fois, complètement transverse. On a dans nos partenaires toutes les enseignes, des fédérations professionnelles, etc. Mais la Fondation doit être le lieu où on est tous ensemble, main dans la main, sur ce sujet de la solidarité. Alors, effectivement, on verse régulièrement des dons. Je ne sais pas si j'en parle maintenant, en fonction de cette collecte. Et ces dons sont attribués en fonction de la nature des dossiers qu'on vous présente. Exactement. Alors, on est strictement dévolu, nous, aux questions du logement. Donc, on ne finance pas de l'accompagnement social, etc. Et Dieu sait qu'il y a du besoin, mais nous, notre travail, c'est du logement, de la réhabilitation de logement, de l'amélioration de confort de logement. Là, société nouvelle pour le logement, je crois que c'est ça le terme. On a financé une chaudière collective pour un hébergement, par exemple. On aide sous toutes ces formes, ce qui peut aider pour ces améliorations de logement. On a aidé là les Restos du Cœur, mais dans leur activité logement en Gironde. On a soutenu aussi dernièrement la Fondation Abbé Pierre avec un don pour le logement. Donc voilà, nous, on est là-dessus. Les dons, le soutien et la visibilité, on ne gère pas par nous-mêmes, on en serait bien incapable. On est tous des professionnels par ailleurs et des bénévoles, en dehors de Marie, notre coordinatrice, et donc chacun son rôle. Alors vous l'avez évoqué tout à l'heure, parce qu'effectivement, rétrospectivement, on a un président de la République qui a gagné qui a été reconduit dans ses fonctions, donc pour un deuxième mandat, dont on espère d'ailleurs que ce sera un mandat marqué par le logement, mais c'est plutôt mal parti quand même a priori. Il faut faire un bilan critique de ce mandat, de ce quinquennat qui s'est écoulé. Vous l'avez rappelé, Christophe Robert avait titré son 27e rapport « Le pauvre du logement ». Le choc de l'offre ne s'est pas produit, clairement, pour être très clair. Et en plus, vous êtes agent immobilier, donc vous connaissez bien le marché. Et on a vu des situations se dégrader à deux niveaux. Une envolée des prix de la location depuis les 5 dernières années, avec, pour vous donner une idée, un pouvoir d'achat qui, lui, n'a cru que de même pas un tiers du volume total de l'augmentation. Si on voulait concocter une gilet jaunisation à terme du logement, on s'y prendrait pas plus mal. Quel est votre avis sur la question ? Totalement d'accord, Sylvain, totalement. Juste un mot, le rapport de l'abbé Pierre, il faut bien l'avoir en tête, ça met en avant une superposition, parce qu'on parle beaucoup de la crise sanitaire, mais les difficultés de logement sont là depuis bien plus longtemps, elles s'accroissent, et la crise sanitaire est venue superposer des nouvelles difficultés par rapport au logement et de l'autre côté par rapport à l'aggravation de la pauvreté. Alors effectivement, on arrive avec ce quinquennat où le logement a été oublié,
encore plus dégarni, je pense, dans nos politiques publiques, et on ne peut que souhaiter et espérer que le quinquennat qui arrive... Jean-Luc, on a une infographie qui est passée, et le constat est sans appel, doublement des personnes sans domicile fixe depuis 2012. 2012, à l'aube d'une crise immobilière qui n'augure rien de très joyeux finalement, quand on y réfléchit. Ouais, on évoquait le choc de l'offre, ça me fait sourire mais jaune, parce que c'est une discussion que j'avais eue avec la représentante au Parlement à l'époque, il y a 4-5 ans. C'était Amélie de Montchalin qui m'avait dit « Mais monsieur Braulard, on va justement préparer un choc de l'offre. » Alors j'aurais ô combien préféré me tromper, mais... Elle a eu un choc, elle n'a pas été réélue. Mais s'agissant du logement, une baisse de la construction à des niveaux historiquement bas, quand même. Les choses qui ont été un peu évidemment médiatisées parce qu'elles ont créé beaucoup d'émotions avec d'entrée de jeu la baisse de l'APL, mais des choses qui ont été peut-être plus discrètes, etc., sur les PTZ, etc. Enfin, autant d'éléments qui... On y reviendra peut-être tout à l'heure pour l'avenir, mais qui n'étaient pas de nature non plus à rassurer les opérateurs, de voir ces signaux d'un abandon, j'allais dire mépris des questions de logement, autant d'éléments qui sont venus en rajouter, et tout ça en plus avec un contexte sanitaire, etc. Et on a d'autres défis aujourd'hui. On va sans doute en reparler pour l'heure où on se parle et surtout les mois ou les années qui viennent. Je suis encore plus inquiet. Il nous reste un petit peu de temps, pas beaucoup, mais qu'est-ce qu'on peut faire à l'avenir justement selon vous pour régler cette crise du logement ? Compléter la question de Nicolas. Amélie de Montchalin, un petit tacle, c'est bien, a été remplacée par 2 ministres. Au début, on ne savait pas. Oui, exact. On avait Amélie de Montchalin, 5e dans le rang protocolaire des ministres du gouvernement. Pas de bol, elle n'a pas été réélue à son poste de député. Christophe Béchu, maire d'Angers, et Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois. Béchu à l'aménagement, cohésion des territoires, et Olivier Klein, qui est un maire bâtisseur. Alors la question, absolument, à l'instar de ce que nous dit Nicolas, avec ce nouveau ministre, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? 2 élus, 2 maires, c'est une bonne chose. Moi, je ne les connais pas personnellement, mais Olivier Klein a un parcours. Il est aussi le président de l'ANRU depuis plusieurs années. Sa ville est une ville très modeste, c'est le moins qu'on puisse dire. Un maire bâtisseur. Et un maire bâtisseur, un maire qui connaît les enjeux des quartiers. Les échos, d'ailleurs, sont généralement très positifs sur cette nomination. Avec effectivement, puisqu'il faut sur les questions de logement, j'allais y venir, mais les questions de logement, c'est forcément du long terme. Il faut donner un cadre au moins sur 10 années, il faut baliser les choses si on veut que ça se mette en mouvement. Et c'est d'arriver avec ce tandem à l'aménagement du territoire, mais aussi les actions directes sur le logement. C'est ce que mon vœu le plus cher. J'attends de voir. Parce qu'il faut aussi... on a eu des ministres gentils et de bonne volonté dans le quinquennat précédent en matière de logement. Pour autant, je ne reviens pas sur ce qu'on s'est dit, encore faut-il qu'ils soient entendus, écoutés. Mais est-ce que c'est possible, quand vous parlez d'un horizon 10 ans, alors que les gouvernements sont élus pour 5 ans, justement de mettre en place une politique de long terme en matière de logement ? Eh bien, il le faudrait. Parce qu'on n'a pas d'autre solution que ça aujourd'hui, parce que le temps passe. Je veux quand même dire qu'on a des vrais enjeux de baisse des coûts du logement. Ça veut dire quoi ? L'accession, le locatif. Et en tant qu'agent immobilier, on n'a pas le temps de s'expliquer, mais strictement contre les plafonnements ou les encadrements de loyers, parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais ça va encore retirer du logement disponible. Donc l'accession, le locatif, et puis maintenant les charges. Et avec l'augmentation des coûts de l'énergie, c'est catastrophique. Il faut donc garantir aux investisseurs, c'est-à-dire les institutionnels bien sûr, mais aussi les personnes privées. Je suis un fervent défenseur des bailleurs privés parce qu'on nous dit que quelques bailleurs privés ont beaucoup de parcs locatifs, mais moi je dis l'inverse. Beaucoup du parc locatif est aujourd'hui, j'allais dire, avec des propriétaires qui ont un logement, qui est un complément pour leur retraite, etc. Et quand aujourd'hui, ils se trouvent soit encadrés dans leur loyer, soit là avec des défis aussi, on n'en a pas parlé, tellement de choses à dire, de logements qui vont peut-être être passoires thermiques parce que classés F et G. Moi, je vais vous dire, ma fille étudiante vient de quitter son logement. Il est classé passoire thermique. Des centaines de milliers de gens, j'ose le dire, en France, rêveraient d'être dans un logement comme ça. Dans quelques mois, il n'y a plus le droit d'avoir une augmentation de loyer. Dans quelques années, il est interdit à la location. Il faut vraiment... Même si on partage tous les enjeux écologiques, et loin de moi l'idée de repousser, mais je dis qu'est-ce qu'on fait pour que ces logements ne se retrouvent pas
en stand-by, viennent en rajouter encore aux milliers, centaines de milliers de mètres carrés qui sont vacants. C'est tout ça les défis aujourd'hui. Et puis renouveler la ville, essayer de construire sur elle-même, transformation de bureaux en logements. Vous voyez qu'il y a matière et c'est forcément du long terme. Et on va devoir malheureusement s'arrêter là-dessus, mais c'est sûr qu'il y a matière. Merci beaucoup Jean-Luc Brulard. Je rappelle que vous êtes cofondateur de I Lodge You. Merci d'être venu sur le plateau de la Côte Imo. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de la Côte Imo. De retour sur le plateau de la Côte Imo, nous allons nous demander ensemble si la parité fait défaut dans le secteur de l'immobilier. Une seule question va nous animer aujourd'hui. Les femmes sont-elles suffisamment représentées dans les hautes instances de la sphère immobilière? Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de la Côte Imo pour en parler Christine Darric. Bonjour Christine Darric. Bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau de la Côte Imo. Nous sommes ravis de vous recevoir avec Sylvain. Vous êtes avocate associée chez Bryan Cave Leighton Paisner, donc le cabinet d'avocats éponyme. On va essayer de comprendre ensemble donc la place des femmes dans le secteur immobilier aujourd'hui. On a donné quelques éléments de réponse en introduction. Des femmes peut-être pas suffisamment représentées, en tout cas au poste de direction. Est-ce qu'on peut ensemble tenter d'esquisser ce qu'est la place des femmes dans le secteur de l'immobilier aujourd'hui ? Oui, alors aujourd'hui, en fait, les femmes ont leur place à peu près dans tous les secteurs de l'immobilier, que ce soit l'architecture, la promotion, l'asset management, l'investissement, les cabinets d'avocats dont je suis. Donc on les retrouve un peu partout. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, elles ne sont pas du tout représentées dans les instances dirigeantes de ces différents secteurs qui animent le domaine de l'immobilier. Je vous donnerai juste un chiffre qui est assez symbolique, c'est 17%. 17%, c'est le pourcentage des femmes qui sont représentatives dans les instances dirigeantes des grandes entreprises de l'immobilier, tout secteur confondu. Il y a même un groupe qui est assez sympathique de femmes qui a été créé, qui s'appelle 17% à l'initiative d'Anne Génaud. D'accord. Oui, donc c'est justement un pour essayer de se... Voilà, c'est vraiment acté, vous le retrouvez absolument partout. Et ça diffère de d'autres secteurs traditionnellement masculins, parce qu'il faut le dire, hein, l'immobilier est un secteur traditionnellement masculin, mais bon, comme la finance ou comme d'autres types de secteurs. Est-ce qu'on constate des freins encore plus grands dans le secteur de l'immobilier ou ça correspond à d'autres secteurs d'activité? Alors, je connais moins les autres secteurs d'activité parce que je n'y évolue pas, mais me semble que c'est quand même un peu la même chose. Voilà. Bon, après, c'est sûr qu'il y a probablement des secteurs dans lesquels l'homme est sous-représenté. Vous voyez, donc, qui seront la cosmétique, la beauté, la mode, voilà. Mais il est vrai que dans le secteur de l'immobilier, aujourd'hui, les femmes ont les plus grandes difficultés à trouver leur place. Le dernier MIPIM, qui est cette foire internationale de l'immobilier qui a lieu à Cannes, était assez édifiante. Moi, j'étais très choquée parce que ça faisait finalement 2 ans qu'on ne s'était pas tous rassemblés. Et c'était très black tie. Il n'y avait quasiment aucune femme. Et c'est vrai que je me remémorais une remarque qu'avait fait Joëlle Chauvin, qui était une des patronnes d'Aviva en France et qui a monté le cercle des femmes de l'immobilier. En fait, elle était profondément choquée qu'au MIPIM, les seules femmes représentées soient des hôtesses. Et on n'est pas loin de ça encore aujourd'hui. Voilà. Je reviens toujours pour poser un contexte. Donc on a positionné l'immobilier par rapport à d'autres secteurs d'activité. Au sein de l'immobilier, vous l'avez dit, il y a plusieurs segments. Ce pourcentage des 17% est plus ou moins gros selon certains segments, ou c'est de manière uniforme dans le secteur de l'immobilier? Alors c'est une moyenne. Pour vous dire comment ça a été calculé, j'en sais rien. Non, bien sûr, mais c'est pour comprendre en revanche, si effectivement... ce que je peux observer, c'est qu'il y a probablement des secteurs comme l'asset management ou bien la promotion où les femmes sont vraiment sous-représentées. D'accord. Alors, il y a 27, pour éclairer la lanterne de Nicolas, 27 lignes métiers dans l'immobilier. Oui. Et vous en avez agrégé un peu moins de la moitié, mais c'est déjà énorme en termes de volume d'activité. L'immobilier est le plus mauvais élève, tous secteurs confondus, au niveau de la représentation et de la parité. C'est absolument incroyable, mais vrai. Et ce qui est assez frappant, et pour même dire plus, assez choquant, c'est que quand on est sur le middle management ou sur le top management, on se rend compte que le confinement des femmes sont toujours à des postes classiques. Marketing, communication, mais sur les postes stratégiques, finance par exemple, ou des postes de CEO, ou des mandats sociaux, des mandats sociaux, qu'ils soient statutaires ou non, là on est sur un rapport de 1 pour 50. Vous avez parlé du MIPIM. Vous connaissez Nathalie Paladichev. Oui.
qui est une grande patronne de l'immobilier, qui a démarré en France, qui est aujourd'hui CEO de Ivanhoe Cambridge, un des plus gros investisseurs, un fonds de pension américain, qui est un gros investisseur immobilier. Sur un dîner de tous les grands patrons de l'immobilier, il y avait 45 personnes à table, c'était la seule femme représentée. Donc ça dit tout. Dans le système. Pourquoi on en est encore là, selon vous? Qu'est-ce qui... Alors, est-ce que... Non, mais on se dit tout. Est-ce que le monde est dirigé par les hommes? Déjà, non, mais est-ce que ça veut dire qu'en fait, voilà, jamais rien n'est acquis, qu'il y a encore une espèce de préséance des hommes systématiquement à ne pas faire vouloir, ou à ne pas vouloir faire évoluer les femmes? Est-ce qu'il y a vraiment une barrière à l'entrée? Et la deuxième chose, est-ce que vous êtes d'accord, certains groupes l'ont fait, pour établir au niveau de leur board un système de parité obligatoire? Oui, alors je ne suis pas certaine qu'il y ait une barrière à l'entrée, pour être honnête. Je pense qu'aujourd'hui, les mentalités ont quand même changé et je vois de plus en plus quand même de femmes, il faut le dire, arriver. Et il y a même des réunions très importantes sur des deals très importants où il y a beaucoup de femmes et singulièrement des jeunes femmes. La difficulté, c'est la progression. Et la progression dans l'entreprise et l'évolution dans l'entreprise. Et c'est là où le bas blesse, en fait, puisque aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé le moyen pour les hommes de porter les enfants. Donc, il y a un moment dans la carrière où peut-être l'ordre des priorités change. Mais c'est aussi... Mais c'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est quoi? C'est le sujet de l'évolution, c'est parce que l'entreprise ne permet pas d'évoluer, ou parce que les aspirations changent, ou parce que au bout d'un moment, les deux n'arrivent plus à coïncider? Je pense que les deux n'arrivent plus à coïncider. Ah bon? Et que l'entreprise ne met pas en place les moyens suffisamment importants pour permettre aux femmes à la fois de préserver leur qualité de vie et de pouvoir s'occuper des enfants, mais ça pourrait être vrai pour les hommes exactement de la même manière. Eh oui, on pourrait le formuler de la même manière. Exactement. Et en fait, les entreprises aujourd'hui ne mettent pas ça en place. D'où cette charte de l'immobilier dont vous parliez, qui a été mise en place. Alors, je sais que dans les grandes entreprises, au niveau des boards, qui sont les boards des sociétés foncières cotées, aujourd'hui, on essaie de respecter cette... Alors, pas toutes ne l'ont fait, mais effectivement, il y a une vraie volonté. On voit qu'il y a une tendance, et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est la pression des gros investisseurs, des actionnaires institutionnels, qui les enjoint, d'ailleurs, de le faire. Et il y a une pression des Américains aussi très forte, qui est très en avance sur nous. On parle de l'ESG en permanence, qui est la responsabilité sociétale et environnementale, où on met une grande pression pour avoir ces notions de diversité, d'inclusivité, d'inclusion, qui soient mises au niveau des grandes entreprises. Donc il est vrai qu'il y a des progrès, il y a de plus en plus de progrès qui sont faits. Moi, je me félicite d'une initiative qui a été prise par Stéphanie Ben-Simon, qui dirige le Cercle des femmes de l'immobilier, et qui a mis en place, avec tout le staff évidemment, une charte de la parité hommes-femmes dans l'immobilier, charte qui a défini 4 objectifs principaux qui sont fondamentaux pour ceux qui adhèrent à cette charte. Donc, le premier objectif, c'est avoir un reporting des objectifs et des résultats en matière de parité qui soit publié et qui soit transparent au sein de l'entreprise et à l'extérieur dans les communications financières. Donc ça participe de l'ESG et de l'ERSE. La garantie de l'égalité salariale des hommes et des femmes d'ici 2025. 2025, c'est demain, c'est dans moins de 3 ans. Je vous parlais des 17%, on pourra bientôt peut-être parler de 30%, puisque le 3e objectif, c'est d'avoir 30% de femmes dans des instances dirigeantes d'ici 2027 et 40% d'ici 2030. Et enfin, le dernier objectif, c'est favoriser la prise de parole dans l'entreprise des femmes, puisque aujourd'hui, on se rend compte que c'est souvent l'homme qui prend la parole et moins les femmes. Voilà. Question, justement, ce qui est importante, c'est... Est-ce que vous êtes favorable, comme certains groupes l'ont fait, et d'ailleurs aux États-Unis, c'est même carrément devenu la règle légale, si je peux dire ainsi, d'imposer une parité systématique? Autrement dit, que rien ne peut fonctionner, c'est le cas en politique, c'est le cas en politique, que rien ne peut fonctionner s'il n'y a pas une parité, quitte, et là je deviens volontiers provocateur, à faire en sorte que finalement la compétence soit secondaire et dont la parité prédominerait. Je sais que c'est la question qui revient souvent. La question. À quel moment on met le curseur? Vous voyez ce que je veux dire? À quel moment on sait que c'est la compétence? Parce que l'idée, c'est la compétence, c'est pas le genre. Nous sommes d'accord. Vous parlez qu'une femme ne peut pas
porte la vie et peut s'occuper des enfants. On pourrait dire la même chose d'un homme, et là on serait arrivé à l'égalité quelque part. Les Suédois l'ont fait dans une certaine mesure. Voilà, comment on fait? En fait, je vais vous faire une réponse très simple. Je n'y étais pas favorable. J'étais même vent debout là-dessus. Je considère qu'à compétence égale, on va choisir la compétence, on ne va pas choisir un homme, une femme, un noir, un blanc, enfin voilà, et quoi d'autre encore. Okay. Donc voilà, j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis. Donc vous êtes pour la théorie du genre? Oui, je ne sais pas. Enfin, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je vous laisse parler. Je pense qu'il y a un moment où, pour pouvoir démontrer ses compétences, il faut pouvoir accéder au poste. Et aujourd'hui, force est de constater que les femmes ne parviennent pas à accéder au poste. Donc, voilà, ça fait 20 ans ou 30 ans finalement qu'on n'a pas cette attitude. Aujourd'hui, moi j'y suis favorable. Et peut-être que je me trompe, mais je sais que d'autres femmes, comme Christine Lagarde, ont changé d'avis. C'est aussi une des raisons qui m'a conduit très récemment à adhérer à un mouvement absolument formidable, qui est un mouvement mondial de femmes dans l'immobilier commercial qui s'appelle CREW, Commercial Real Estate Women, et qui a pour but de favoriser l'entraide entre les femmes, la solidarité et quelque part la mise en place des réseaux pour pouvoir accéder à ces postes. Voilà. Nicolas? J'avoue que, à titre personnel, je suis assez d'accord avec vous parce qu'il faudrait quand même qu'on me démontre que tous les hommes à des postes importants aujourd'hui peuvent justifier de la compétence qu'ils ont pour justifier ensuite qu'il faut choisir sur la compétence ou le genre. Il y a une infographie quand même sur laquelle on a travaillé, qu'on voulait vous présenter, qui va s'afficher à l'écran avec une citation. Il y a d'abord eu les pionnières pour qui la conquête de cet univers traditionnellement masculin a été semée d'embûches, puis petit à petit, quelques femmes sont arrivées aux plus hautes fonctions. Donc c'est une citation qui est tirée du livre blanc du Cercle des femmes de l'immobilier. C'est une citation qui est attribuée à Barbara Corrier-Nguyen, présidente... Corrier-Nguyen, pardon pour ma mauvaise prononciation, présidente et CEO de Cushman & Wakefield France. Est-ce que ces mots ont une résonance pour vous? Et surtout, est-ce que vous considérez que si on se replonge par exemple 10 ans en arrière, les choses ont évolué? Les choses ont évolué, mais quand je regarde aujourd'hui les femmes qui sont dans les instances dirigeantes, sont des femmes qui ont su faire preuve d'une résilience et d'un abandon de soi à un moment extrêmement fort. Ce sont des femmes vous voulez dire qu'elles ont bossé plus? Oui. Qu'elles ont dû démontrer plus? Oui. Okay. Moi, quand je suis passée associée... Donc, c'est une formidable inégalité, quelque part. Oui, quand je suis passée associée chez Baker & McKenzie, je me souviens encore des remarques que j'ai eues à l'époque où j'avais vraiment l'impression « mais tu peux attendre, tu es encore jeune, mais tu as encore le temps, allez, tu peux encore travailler, etc. » On était plusieurs à se présenter la même année et il y avait un homme qui était plus jeune que moi. Et lui, on ne lui disait pas la même chose. Donc, et pourtant, voilà, bon, ça s'est très bien passé et je remercie encore ce cabinet qui m'a fait confiance à l'époque. Mais c'est vrai que je pense que les femmes aujourd'hui qui sont aux instances dirigeantes ont avalé de sacrées couleuvres et ont dû faire preuve d'une certaine résilience et résistance. Merci beaucoup en tout cas Christine Darrick. Je rappelle que vous êtes avocate associée chez Bryan Cave Leighton Paisner, donc le cabinet éponyme. Et Sylvain, c'est la fin de cette émission du jeudi. Et oui, c'est la fin de cette émission. La politique IMO, vous avez vu les amis, tous les jeudis, c'est une émission qu'on aime bien parce qu'effectivement on parle des sujets où tout le monde n'est pas d'accord. Et d'ailleurs la vitalité d'une bonne démocratie, mon cher Nicolas, c'est pas toujours être d'accord. Et c'est ça la preuve de la démocratie. C'était la Côte IMO diffusée bien sûr en simultané sur Bismart et Radio IMO entre 12h et 12h30. On va vous souhaiter un très très bon appétit. Et pour notre part, on va se retrouver demain pour la thématique du vendredi, IMO City, la ville à travers l'urbanisme, le territoire, le patrimoine et pourquoi pas à la veille du week-end. Belle journée à tous.